Dans sa lutte contre l'exclusion bancaire, le Togo table depuis des années sur le développement de la microfinance. À ce jour, le secteur se porte bien et l'accès des populations au microcrédit s'améliore. Cette vitalité du secteur est confirmée par le ministère de l'Économie et des Finances qui vient de publier sa liste actualisée des systèmes financiers décentralisés SFD agréés. En effet, il ressort qu'à ce jour, le pays compte 72 structures incluant les caisses de base des réseaux. Ces 72 structures offrent une variété de services financiers aux populations. Il s'agit des prêts, des épargnes et des transferts d'argent. Aussi, il ressort qu'en 2024, les performances de ces structures ont été remarquables. Jusqu'au mois de juillet 2024, l'encours des crédits avait atteint près de 400 milliards de francs CFA. Quant au nombre d'adhérents, l'on enregistre 4,2 millions de crédits. Ceci permet au pays d'afficher une croissance significative. Au Togo, selon le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, entre les années académiques 2015 à 2017, le nombre de grossesses d'élèves adolescentes dans le pays est passé de 3036 à 3343. Une autre étude réalisée entre 2020 et 2021 révèle que plus de 1200 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés, ce qui signifie que le phénomène ne cesse d'être une préoccupation. Heureusement, quelques années après, le projet d'approche multisectorielle et transformation des rites et initiations pour les droits en santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes mise en œuvre par l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF commence par donner des résultats encourageants. Aujourd'hui, le phénomène connaît une baisse de 80% dans les établissements scolaires et autres communautés ciblées. Selon l'ATBF, les activités réalisées entre 2018 et 2024 ont été, entre autres, le renforcement des capacités des prestataires de soins sur l'offre des services conviviaux adaptés aux jeunes, la formation des enseignants sur l'éducation sexuelle complète et surtout la formation et le fonctionnement effectif des comités scolaires et communautaires de prévention des grossesses précoces. Par ailleurs, les derniers cas enregistrés en 2022 font état de 2474 grossesses dans les lycées et dans les collèges du Togo. Le nord du Togo, et plus précisément le district de Dangmen, est actuellement confronté à une épidémie de méningite. En effet, la méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle résulte généralement d'une infection et peut être mortelle. Plusieurs espèces de bactéries, virus, champignons ou parasites peuvent provoquer une méningite. La plupart des infections sont transmissibles d'une personne à l'autre. De rares cas sont imputables à une blessure, un cancer ou à un médicament. Les méningites se manifestent par un syndrome méningé, les maux de tête, la photophobie, les vomissements, la raideur de la nuque et la fièvre. Afin de secourir la population et de lutter contre cette maladie, le ministère de la Santé a mis en place un plan d'action urgent comprenant 3 axes principaux dont la détection et confirmation rapide. Des équipes sont mobilisées dans une recherche active des cas suspects au sein de la communauté. Tous les cas suspects seront confirmés en laboratoire afin d'assurer un diagnostic précis et rapide. Une prise en charge médicale efficace. Les structures sanitaires de la région sont pleinement mobilisées pour assurer une prise en charge adéquate des patients atteints de méningite. L'objectif est de garantir un accès rapide aux soins et un traitement efficace. Et enfin, la sensibilisation et prévention. Une campagne d'information est lancée auprès de la population pour sensibiliser aux mesures préventives et encourager une consultation rapide en cas de symptômes suspects. Il est crucial d'agir vite face à cette maladie. Le ministère invite donc les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements clés comme la protection du nez et de la bouche contre la poussière, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et l'adhésion à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. Depuis 2004, l'Afrique subsaharienne a connu la distribution de près de 3 milliards de moustiquaires imprégnés. Mais le rapport 2024 de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur la lutte contre le paludisme en Afrique fait poser des questions. La distribution massive des moustiquaires imprégnés contribue-t-elle réellement à réduire le paludisme? Le rapport de l'OMS parle d'un progrès mitigé. En l'an 2000, l'incidence de la maladie était de 356 personnes sur 1000 habitants.
En 2023, elle est descendue jusqu'à 227 personnes sur 1000 habitants. Cependant, le nombre total de cas a connu une augmentation exponentielle. 8 pays au nombre desquels l'Éthiopie, le Nigeria et le Mali ont enregistré de très fortes hausses de leur nombre de cas de paludisme. Et pourtant, ces pays sont ceux où des distributions massives de moustiquaires imprégnés ont eu lieu. Selon l'OMS, cette augmentation des cas de paludisme s'explique par une croissance démographique assez rapide parmi les populations exposées au risque de paludisme. En 2023, c'est près de 600 000 personnes qui sont décédées du paludisme dans la région subsaharienne sur plus de 246 millions de cas recensés. Les enfants de moins de 5 ans représentent 76% des décès. À cette inefficience statistique des moustiquaires imprégnés s'ajoute un problème environnemental qui n'est pas toujours documenté: la gestion des moustiquaires imprégnés usés ou déchirés. Le taux d'inflation au Nigeria a augmenté pour le 4e mois consécutif en décembre. Selon l'agence de statistiques, cette hausse serait due à une demande accrue associée à la période des fêtes. La nourriture et les boissons non alcoolisées sont les denrées qui ont le plus contribué à la pression sur les prix. L'inflation a fortement augmenté après que le président Bola Tinubu a dévalué la monnaie Naira et réduit les subventions en 2023 pour tenter de relancer la croissance économique et d'assainir les finances publiques. L'inflation a commencé à diminuer en juillet de l'année dernière lorsque l'impact de la dévaluation du Naira a commencé à s'estomper, avant qu'une série d'augmentations du prix de l'essence ne vienne à nouveau stimuler les pressions inflationnistes. Cette hausse avait accentué la pire crise du coût de la vie depuis des décennies au Nigeria. Au Mozambique, des centaines de partisans de l'opposition ont manifesté mercredi à l'occasion de l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. Une forte présence de forces de l'ordre a été constatée dans les rues de la capitale Maputo pour contenir la manifestation. L'opposition conteste la victoire du candidat du Frélimo à la présidentielle d'octobre dernier. En ce moment, nous avons 2 présidents. Nous n'accepterons pas le régime. Il y a un régime avec son propre président et il y a un président du peuple, Venancio Mondlane. Il y a aussi un président des armes. Comme vous le voyez ici, la police, les chiens, les gaz lacrymogènes pour chasser les gens d'ici. Daniel Francisco Chapo a prêté serment en tant que 5e président du Mozambique devant environ 2500 personnes devant l'hôtel de ville de Maputo. Le candidat du Frélimo a été déclaré vainqueur par la commission électorale avec 65,17% des voix contre 24% pour le chef de l'opposition Venancio Mondlane qui dénonce les irrégularités du scrutin en faveur du parti au pouvoir depuis 1975. La mine d'or de Bouffils-Fontaine, désaffectée depuis longtemps, n'aurait plus de mineurs en son sein. C'est ce qu'a affirmé la police mercredi. Ce face-à-face policier-mineur aura été particulièrement affreux, car au moins 74 mineurs ont péri au fond du puits, faute de nourriture et d'eau. La police bloquait toute livraison de vivres afin de les contraindre à se rendre. Il n'y a plus de cadavres, ni de personnes vivantes sous terre. Mais malgré ce qu'ils nous ont dit, nous avons décidé, en concertation avec les services de secours, de procéder à une opération de nettoyage pour nous assurer et pour confirmer ce qu'ils nous ont dit. Nous resterons donc sur place jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'opération est arrivée à sa conclusion logique. Cette opération de sauvetage, bien qu'accueillie favorablement par la population, a provoqué l'ire des ONG pour qui elle devait être commandée plus tôt pour éviter ce drame. Au total, 246 personnes ont été sorties vivantes selon la police. Le bitume déchiré en deux et sous la couche d'asphalte, la terre qui a tremblé ici fin décembre. Un séisme de magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter qui a provoqué ces crevasses sur les routes et détruit des dizaines d'habitations à travers les régions Afar et Oromia. Les habitants, eux, ont dû s'enfuir. Les récents tremblements de terre survenus dans la vallée du Rift ont déplacé des milliers de personnes. Avec sa famille, Moussa Akele a trouvé refuge à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kabana, au nord-est d'Addis Abeba.
Lorsque le tremblement de terre s'est produit, on était dans nos foyers. Le séisme a provoqué une panique générale et a détruit nos maisons. Les gens étaient terrifiés. Ici, ils nous donnent de la nourriture, mais il y a beaucoup de monde et ce n'est pas suffisant. Comme vous pouvez le voir, on est sur un terrain poussiéreux. Nous avons les enfants avec nous. On est aussi confrontés à une pénurie d'eau. L'eau, c'est ce qui manque le plus ici. Les quelques citernes mobiles ne suffisent pas à alimenter toutes les familles du camp. Armés de jerrycans, les mères attendent. Parfois, dans la cohue, les disputes éclatent. La nourriture, elle aussi, se fait rare. Des camions d'aide arrivent ponctuellement, mais les quantités sont insuffisantes. Les familles sur place n'ont plus rien. Je n'ai pas pris d'affaires chez moi. Je suis partie avec ma mère âgée et mes enfants. On n'a pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Il s'agissait d'une catastrophe naturelle et on a fui pour sauver nos vies. Pour répondre aux besoins des déplacés, un centre de soins a été installé sur place par les autorités locales. Chaque jour, il reçoit 200 à 300 personnes. Avec une crainte majeure, le risque d'une épidémie de choléra. En attendant que le gouvernement et les agences d'aide comme l'UNICEF et l'OMS interviennent, nous aidons la population avec les ressources dont nous disposons. Nous sommes sur le terrain, nous vivons et nous dormons ici, aux côtés de la population. Les autorités qui craignent la rupture d'un barrage et l'éruption d'un volcan, le mont Dauphin, ont évacué plus de 60 000 personnes vivant dans des zones à risque comme le village Sagento Cabale. Dans cette région volcanique et tectonique, l'activité sismique a provoqué la propagation du magma sous la croûte terrestre et donné naissance à ces sources d'eau chaude et ces éruptions de vapeur. Après les tremblements de terre, plusieurs trous sont apparus, libérant une substance inconnue. On ne sait pas si c'est de l'eau bouillante, de la boue brûlante ou du feu. Seul Dieu sait ce que le ventre de la terre libère sur nous. On n'est pas en mesure de l'identifier et s'approcher du site est risqué. Les évacuations sont préventives. Les jets de vapeur ne conduisent pas nécessairement à une éruption volcanique à grande échelle. L'Afar est l'une des régions les plus sèches et les plus chaudes d'Éthiopie, avec des activités volcaniques et sismiques fréquentes. La rue tripolitaine n'est pas vraiment captivée par le procès qui se tient depuis le début de la semaine dernière à Paris. Le régime Kadhafi est tombé il y a 14 ans et depuis, la Libye reste instable, divisée et gouvernée par deux autorités rivales, à l'ouest et à l'est. Mais les élites, elles, s'interrogent. Ce jeune cadre du PJC, un parti d'inspiration islamiste fondé en 2012, juge tout à fait possible que l'ancien pouvoir libyen ait financé la campagne présidentielle de l'ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas que l'ancien régime ait tout inventé. Nous, de notre côté, on y croit, car il y a beaucoup de révélations et d'indices qui renforcent l'accusation. Attendons de voir ce que la justice française va dire à ce propos. 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy devient président de la République en France. Pour sa campagne, a-t-il bénéficié des largesses de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi, alors soucieux de retrouver une forme de légitimité auprès de l'Occident et que la France reçoit avec faste quelques mois plus tard à Paris. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir passé, fin 2005, un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi et encourt 10 ans de prison. Il rejette en bloc ces accusations. À Tripoli, la nouvelle génération espère que la lumière sera faite sur cet épisode de l'histoire récente de la Libye, que des leçons en soient tirées pour bâtir un nouvel État sur des nouvelles bases. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître la vérité et de revisiter l'histoire du côté libyen, de savoir si ce qui s'est passé en 2011 était une intervention pour amener un changement démocratique ou bien une tentative de dissimuler des financements occultes. Il est important aussi de tirer les leçons sur la manière dont l'argent public était utilisé à l'époque de l'ancien régime. Mouammar Kadhafi est tombé fin 2011, après plusieurs mois de guerre civile et le lancement sous l'égide de l'ONU d'une intervention militaire multinationale. Les circonstances du décès du guide libyen capturé vivant mais tué par balle restent floues. Certains Libyens continuent aujourd'hui de croire que cette opération aurait été menée pour éviter tout interrogatoire de Mouammar Kadhafi au sujet de ses liens avec Nicolas Sarkozy. La Tanzanie réfute les informations de l'Organisation mondiale de la santé, signalant une nouvelle épidémie du virus Marburg dans le nord-ouest du pays, précisément dans la région de Kagera.
Malgré ce démenti, la population reste vigilante face à une maladie hautement contagieuse. Nous avons cessé de nous saluer en nous serrant la main comme c'était la coutume auparavant. Désormais, nous nous saluons à distance tout en suivant les conseils des experts de santé pour nous protéger contre cette maladie. Contrairement au rapport publié mardi par l'OMS, la ministre tanzanienne de la Santé, Jenista Magama, assure que les échantillons analysés sur les cas suspects sont négatifs. Aucun cas de Marburg n'a été confirmé. La région de Kagera, point de transit entre plusieurs pays, reste sous surveillance renforcée. L'OMS, elle, maintient néanmoins un niveau de risque élevé pour la région, tout en affirmant que le risque global de propagation reste faible. Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu pour interrompre la guerre à Gaza et libérer des otages. Plusieurs médiateurs, dont 3 représentants des États-Unis et un représentant du Hamas, ont confirmé cette annonce ce mercredi 15 janvier 2025. L'accord interrompt une guerre dévastatrice de 15 mois dans la bande de Gaza. Un haut responsable israélien a déclaré que les détails étaient encore en cours d'élaboration. Le cessez-le-feu intervient après des semaines de négociations laborieuses à Doha, dans la capitale qatari. Il promet la libération par étapes de dizaines d'otages détenus par le Hamas, de centaines de prisonniers palestiniens en Israël et permettrait à des centaines de milliers de personnes déplacées dans la bande de Gaza de retourner dans ce qui reste de leur maison. L'accord doit encore être approuvé par le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais il devrait entrer en vigueur dans les prochains jours. Un arrêt initial des combats pendant 6 semaines est prévu. Il devrait s'accompagner de l'ouverture de négociations en vue de mettre un terme à la guerre.